Nous allons parler d'une vision un peu différente de l'habitat partagé pour seniors avec Gary Martins de chez Jeannette. Bonjour Gary. Bonjour, Frédéric. Peut-être te présenter Jeannette. Le parcours est peut-être intéressant pour ensuite comprendre pourquoi vous allez dans l'habitat partagé pour seniors. Ok. Donc le projet Chelette, c'est un projet qu'on a lancé avec Alexandre Blanc, cofondateur, qui est un de mes amis de longue date, il y a 18 mois maintenant. C'est un projet qu'on a lancé tous les deux suite à des expériences croisées de nos grands-parents. On est arrivé à l'âge où en fait nos grands-parents ont perdu en autonomie relativement rapidement et la famille tout entière s'est retrouvée confrontée au sujet de quelles solutions pour accompagner les grands-parents de la famille. Et en fait, on s'est aperçu je dirais, du manque de solutions adéquates par rapport au contexte assez particulier de nos grands-parents. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé en fait au milieu des seniors et du coup aux solutions qui pouvaient exister, alternatives, qui fonctionnaient à l'étranger, mais qui n'étaient pas encore arrivées en France. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à l'habitat partagé pour seniors, qui aujourd'hui prend plein de noms différents, la colocation senior, l'habitat inclusif, mais qu'on a décidé de développer sur le territoire avec une approche qui est très orientée service et qui fasse quelque chose d'un petit peu différent, où chaque environnement finalement va trouver son identité et va être capable d'accompagner avec une vraie relation et une vraie dimension humaine les seniors dans leur perte d'autonomie de manière à ce qu'ils restent le plus longtemps possible dans un cadre et un contexte de domicile et si possible éviter des institutions médicalisées qui arrivent après dans le processus. Alors, tu parles de service parce qu'en fait, avant ça, vous avez acquis un SAD. C'est ça un peu la La genèse. genèse, ouais. En fait, très tôt, notre sentiment, ça a été que le nerf de la guerre dans l'accompagnement des seniors, c'est le volet service. C'est la façon d'intégrer finalement ce service aux côtés des seniors pour pouvoir les accompagner au quotidien. Donc le choix de développer l'habitat partagé, pour nous, il n'allait pas sans ce volet-là. Il était nécessaire d'acquérir une vraie compétence et une vraie expertise dans ce domaine-là. Et donc, on a fait très tôt l'acquisition d'un SAD, qui est un SAD autorisé sur les départements du 75 et du 92, qui a 15 ans d'expérience, qui en son sein regroupe un certain nombre d'intervenantes qui ont énormément aussi de vécu aux côtés des seniors et du personnel qui a permis d'enrichir finalement le projet chez Jeannette dans sa phase de lancement et de nous permettre aujourd'hui d'avoir quelque chose qui soit prêt à se développer rapidement. Avant d'acquérir le SAD, vous aviez déjà l'idée de l'habitat partagé? Oui, la volonté de. En fait, il y a le service à domicile classique. Pour nous, c'est une solution, mais c'est pas une solution qui pourra répondre aux enjeux de demain avec ce D'accord. côté un aidant professionnel pour une personne. Quand on a multiplié le nombre de personnes à aider et qu'en plus on s'aperçoit que compte tenu de la pyramide des âges, ça va être de plus en plus compliqué d'attirer les bonnes personnes pour accompagner les seniors. Le 1 pour 1, et à un moment donné, il y aura une limite. Et il va falloir trouver des alternatives. Et en fait, une de ces alternatives, finalement, c'est de continuer dans un modèle de domicile parce que c'est ce qui plaît aux seniors et c'est ce dans quoi ils veulent rester, idéalement dans leur domicile privatif. Voilà, mais l'idée de fond, c'est surtout de garder son rythme, de rester vraiment acteur de son quotidien et décisionnaire de son quotidien. Donc, une des solutions, finalement, c'était de créer des domiciles qui soient des domiciles partagés dans lesquels, en fait, le ratio 1 pour 1 disparaisse au profit d'un ratio qui soit plutôt du 1 pour 5, 6, 7, 8, qui reste, qui, dans le dimensionnement, permettent d'avoir un volume d'accompagnement qui soit qualitatif, mais qui en même temps donne aussi une pérennité économique à tout ça et une vraie viabilité à cette forme d'accompagnement. J'imagine que les salariés vont être mutualisés entre les deux activités, SAD et habitat partagé. Oui, ça c'est un élément qui est important aussi pour nous dans la décision d'acquérir ce SAD au démarrage.
c'est de pouvoir apporter une vraie solution aussi aux intervenants et aux auxiliaires. Donc, en fait, notre but étant de donner des bonnes conditions de travail également à nos salariés, Oui. ce qui est important, c'est qu'on soit capable à la fois de pouvoir les occuper dans un environnement très stable, finalement, qui est la colocation ou l'habitat partagé, dans lequel ils ont un seul lieu de travail et des temps d'intervention qui sont très longs. Mais également, quand on est obligé de faire des temps partiels de temps en temps, pouvoir les occuper en dehors sur des contrats auprès de personnes qui veulent être accompagnées encore à domicile, sont pas encore prêtes pour chez Jeannette, mais qui vont pouvoir, grâce à ce SAD, commencer à découvrir en partie l'environnement de la colocation, parce que s'ils sont proches d'une colocation, on va pouvoir commencer aussi à mettre un peu de liens en place, des activités communes, des choses comme ça qui permettent finalement de créer de la synergie entre ces activités. Vous avez déjà 5 projets en prévision Ouais. donc sur l'Ouest parisien, si j'ai bien compris. Enfin, Alors, sur l'Ouest parisien aujourd'hui, oui, et on est en train de s'étendre, alors à la fois au reste de l'Île-de-France et à des projets en Bretagne et en région Rhône-Alpes. comment est-ce qu'on fait pour avoir autant de projets d'un coup en Île-de-France? J'imagine pour trouver les logements, enfin, les bâtisses, enfin, les maisons d'hôtes, enfin, les maisons de maîtres, voilà, je vais y arriver. Comment est-ce qu'on fait pour trouver tout ça en si peu de temps sur l'Île-de-France? Le problème, c'est pas vraiment de trouver les logements, parce que des logements de taille suffisante, de plus de 300 mètres carrés, ça existe un petit peu partout en France. À Paris, il y en a beaucoup, et dans les villes limitrophes également. La problématique, finalement, c'est le problème qu'ont rencontré toutes les associations qui ont essayé de se développer là-dedans et développer de l'habitat partagé. Finalement, c'est le financement de cet immobilier. Là, on parle d'actifs qui représentent des gros volumes, des grandes surfaces, donc de l'argent immobilisé, des travaux à faire pour les adapter. Donc, en fait, le travail qu'on a fait très tôt aussi avec Alexandre, c'est de développer finalement un panel de partenaires sur ce volet immobilier, des SCPI, des foncières, qui aujourd'hui nous accompagnent dans la stratégie de développement chez Jeannette, en nous soutenant sur ces acquisitions et sur ces phases de travaux, de manière à ce qu'on puisse mettre en exploitation assez rapidement derrière des solutions pour les seniors en local. C'est facile à trouver ces foncières, sachant que le secteur est en train de frémir maintenant. C'est parti. C'est assez compliqué au démarrage. Enfin, il y a 18 mois, c'était très compliqué. Ça l'est de moins en moins parce que l'habitat inclusif, l'habitat partagé fait son bout de chemin. On a encore peu de recul en France, donc les investisseurs sont un petit peu frileux. Le Covid a aidé. Parce que le Covid a permis aux investisseurs de se détourner un petit peu de tous ces investissements qui étaient très bureaux, commercial, qui effectivement offraient des gros rendements, mais qui sont des investissements risqués en période de crise, pour revenir sur du résidentiel, ce que fait finalement l'habitat inclusif. Donc en fait, on a eu un regain d'intérêt de ce point de vue-là. Les actualités récentes sur les solutions type EHPAD, des choses comme ça, poussent aussi ces investisseurs-là, quand ils sont dédiés santé, à réfléchir aussi à l'après finalement et aux autres alternatives qui se développent et à soutenir ces projets-là. Donc en fait, on voit que quand on apporte du sérieux, quand on montre que il y a une vraie réflexion et qu'il y a un vrai attrait des seniors pour les solutions qu'on développe, finalement, on arrive à ouvrir des portes chez ces investisseurs-là. Et puis voilà. Donc, on a des gens aujourd'hui on a des investisseurs qui nous soutiennent sur plusieurs projets déjà et qui vont continuer à le faire dans les années à venir. Donc, c'est très intéressant pour nous et ça offre un bel avenir finalement à cette solution et à chez Jeannette. Les résidents, ils auront quel profil, entre guillemets, profil? C'est assez varié. L'idée, c'est qu'on a plutôt aujourd'hui des gens qui arrivent avec déjà des niveaux de perte d'autonomie qui commencent à se faire sentir. Donc, je dirais les gens qui nous approchent aujourd'hui ont plutôt à partir de 80 ans, avec des débuts de perte de mobilité qui commencent à arriver. L'idée, c'est que aujourd'hui, on reste très ancré dans je veux pas quitter mon domicile privatif tant que j'ai pas besoin de trop de services. Et voilà. Donc, pour l'instant, on est sur des profils qui sont dans déjà un certain niveau de perte d'autonomie, plutôt des GIR 5, GIR 4.
Mais on a aussi des gens qui commencent à s'intéresser au sujet un petit peu en amont, souvent qui arrivent par petits groupes, et ça c'est intéressant aussi, c'est des gens qui se connaissent, sont encore très autonomes, mais commencent à anticiper un petit peu l'après, et viennent nous voir en nous disant est-ce que vous savez nous développer un habitat alors on est encore très autonome, très jeune, mais qui soit capable de nous accompagner dans la durée. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des locataires en Île-de-France? Parce que moi, j'imagine un habitat inclusif dans une ville, toute petite ville, j'imagine le buzz se fait naturellement. Là, le buzz ne se fait pas j'imagine, dans l'Île-de-France. Alors, on n'est pas sur la même notion de buzz. Effectivement, il y a un volet, il faut apprendre à se faire connaître. Alors, c'est de la communication qui est très locale, donc finalement, ça se gère assez bien. L'idée, c'est d'aller voir les prescripteurs, la commune d'abord et les différents éléments qui sont là pour l'accompagnement des seniors en perte d'autonomie au niveau de la collectivité, mais également les médecins, les kinés, et puis les commerçants locaux, pour annoncer finalement l'ouverture d'une solution comme la nôtre en local. Là, il y a un niveau de rebond qui est très très bon, et une fois qu'en fait on a commencé à créer une dynamique en local comme ça, ça marche assez bien. Ce qui marche assez bien aussi dans des zones type Île-de-France, c'est tous les sites de référencement finalement, parce que les gens sont très axés Internet. Je cherche une solution pas très loin de chez moi, donc les sites de référencement qui vont pouvoir rediriger vers nos solutions. Et puis le bouche à oreille finalement marche assez bien aussi, parce qu'une fois qu'on a les premiers contacts, c'est le cas sur notre ouverture en juin à Rueil-Malmaison, une fois qu'on a les premiers contacts finalement, les premiers seniors intéressés, les premières familles intéressées nous amènent et nous renvoient des amis, des gens en parlant autour d'eux. Et finalement, quand on parle d'habitat qui regroupe, là en l'occurrence, 8 personnes, on a assez rapidement une liste d'intentions d'intégrer la colocation qui est nature à remplir en fait l'habitat. C'est des gens qui sont et qui étaient propriétaires et qui deviennent locataires. Alors, c'est variable, c'est assez variable. Il y a des gens qui sont déjà locataires, d'autres qui sont propriétaires aujourd'hui, qui vont faire la démarche de quitter leur domicile. C'est beaucoup encore les familles qui nous contactent, même s'il y a quelques seniors qui nous appellent en direct. Voilà, donc il y a effectivement une démarche qui doit se mettre en œuvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand c'est des personnes qui sont déjà dans un certain degré de perte d'autonomie, et la décision a été prise de quitter le domicile, en fait, on est en train d'explorer les alternatives qui se proposent à nous. Et là, on est content avec chez Jeannette de pouvoir offrir quelque chose d'un peu différent de ce qui existe. Et puis, ce qu'on a envie d'arriver à faire dans le futur, c'est arriver à toucher des personnes qui sont encore chez elles et sont bien chez elles, mais peuvent avoir envie finalement, plutôt pour des raisons d'isolement, de se tourner vers une solution qui va pouvoir être une solution d'accompagnement assez longue finalement, mais dans laquelle ils vont trouver très tôt, même en étant très autonomes, un rythme de vie un petit peu différent, dans lequel ils sont maîtres et acteurs du quotidien, mais ils vont le faire ensemble, et du coup se créer un environnement dans lequel je dirais, pour éviter en fait cette rupture qu'on a quand on quitte son domicile contraint et pas par décision en fait. J'imagine qu'à l'ouest de Paris, c'est des résidents qui sont plus aisés financièrement, j'imagine, qu'en milieu en province, dû au marché immobilier ou pas? En gros, le modèle chez Jeannette s'adapte de toute façon à l'environnement local dans lequel il vient se créer aujourd'hui. On est en train d'étudier le développement de projets dans des zones beaucoup plus rurales ou en province, assez loin de Paris. On est sur en fait, le niveau de reste à charge finalement pour le senior va s'adapter à l'immobilier local. Il se trouve qu'en même temps, effectivement, le pouvoir d'achat en local s'adapte aussi à l'immobilier. Enfin, l'immobilier et le pouvoir d'achat des habitants de la ville sont généralement intimement liés. Donc, effectivement, une solution d'habitat inclusif dans Paris, on en a un qui est en cours de développement actuellement. Ça coûte plus cher mensuellement parlant qu'à l'extérieur en première couronne, et encore plus qu'une solution en Bretagne dans un petit village sympathique de Bretagne. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse avoir un modèle qui finalement s'adapte, et à partir du moment où notre modèle est surtout axé sur le service,
et que notre enjeu, c'est pas d'aller gagner de l'argent sur le volet immobilier, mais simplement de mettre à disposition des environnements qui soient adaptés, finalement, c'est assez simple d'avoir cette notion d'adaptation de notre solution. Par contre, en province, vous n'allez pas racheter un SAD à chaque fois. Là, par contre, vous allez avoir des salariés dans la résidence ou avoir des accords de partenariat avec des SAD locaux, j'imagine. Alors, aujourd'hui, le cas de figure, c'est pas encore présenté, mais l'idée dans les développements qu'on a quand on s'intéresse aujourd'hui à la Bretagne, juste comme ça, effectivement, ça reste à terme d'obtenir des autorisations sur le département. Parce que notre but, c'est de pouvoir aussi fonctionner pour créer un peu de lien et une cohérence dans le développement chez Jeannette, de pouvoir aussi créer des îlots, finalement, de plusieurs colocations et d'apporter des solutions locales, plusieurs petites solutions locales plutôt qu'une grosse comme le fait une résidence service ou un EHPAD. Et donc, en obtenant assez tôt, finalement, lors de l'implantation, une autorisation localement et en recrutant le personnel qui va bien. Sachant qu'à ce moment-là, on aura déjà les process de formation adaptés, on a l'encadrement qu'il faut pour pouvoir assurer un service de qualité tout de suite. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore abordé, l'autre axe, un axe supplémentaire de votre projet, c'est qu'en fait, les services seraient réalisés pour les personnes qui sont dans le logement, mais aussi les personnes à domicile qui seraient autour du logement, une sorte de, comme je disais en préparant, d'habitat partagé hors les murs. C'est ça. L'idée qu'on a, alors qui est en cours de développement encore, mais c'est de pouvoir proposer finalement ce service qui vient s'inscrire dans un habitat qui est très local, a la possibilité, a le pouvoir de rayonner autour de cet habitat partagé. Parce qu'une personne qui ne se sent pas encore quitter son domicile privatif, mais habite à 200 mètres d'une colocation d'un habitat partagé chez Jeannette, doit pouvoir avoir la possibilité également de bénéficier de la présence à proximité de personnes capables d'intervenir en urgence pour faire un certain nombre de sujets, ou de pouvoir partager des moments du quotidien pour la sortir de sa solitude sur des activités qui seraient organisées par l'habitat partagé et auxquelles pourrait participer la personne qui est à l'extérieur. L'idée, c'est de pouvoir créer une forme finalement d'émulation et de lien, de ramification autour de chaque habitat partagé. Voilà. Puis on a d'autres projets qui peuvent se détacher finalement de l'habitat partagé et avoir cette même approche de service ramifié, mais qui sont des choses sur lesquelles on est un peu en amont et dont on pourra parler un peu plus tard. Super. Une conclusion à l'émission? Une des choses qui m'a choqué très tôt, en fait, quand je dirais le point de départ, c'était mon grand-père, mais quand je me suis aperçu de la façon dont fonctionnaient les SAD, et voilà, je me suis aperçu qu'en fait le besoin de mon grand-père au démarrage, c'était surtout d'avoir quelqu'un à proximité et d'être sûr, d'être rassuré sur le fait que je sors de chez moi. Si je tombe, il y a quelqu'un pour me relever et je ne me retrouve pas perdu au milieu de. Et en fait, c'est impossible pour un SAD aujourd'hui qui va facturer à l'heure d'apporter une solution à quelqu'un comme celle-là, à part facturer des milliers d'euros pour qu'il soit là au quotidien en permanence à ses côtés. Avec nos colocations, l'avantage qu'on a, c'est que finalement, on a un point fixe sur lequel on va avoir du personnel, et ce personnel-là, pour les gens qui sont dans la colocation, ils apportent un service, mais pour les personnes qui seraient à proximité immédiate, ils peuvent apporter ce service-là. Alors, pas du coup de répondre à des besoins d'autonomie quotidiens, et dans ce cas-là, ça s'organise avec un SAD classique et on est capable de le faire avec nos intervenants, mais c'est notre mission. Mais également de pouvoir apporter une autre solution qui est ce côté intervention d'urgence. J'ai un problème, je sais que j'ai un relais immédiat qui est capable d'intervenir du tac au tac, et c'est pas le pompier c'est pas le métier qui va venir et qui va forcément amener le senior à l'hôpital, il va y passer des heures, ça n'a aucun sens. Donc en fait, très tôt, on s'est dit il faut que dans notre approche, on focalise sur le service, et parce que c'est de ça dont ont besoin les seniors. Le reste, ils savent le faire tout seuls. C'est de l'accompagnement qui va surtout les aider à garder le pied à l'étrier en permanence, à rester maître de leur quotidien. Et puis, on va réfléchir surtout à ce que peut apporter la colocation à son environnement, exactement comme l'environnement apporte à la colocation au quotidien. C'est ça l'habitat inclusif pour nous. Super, merci Gary Martin. Je rappelle que tu es cofondateur de chez Jeannette. Merci beaucoup. Exactement. Merci Frédéric.